Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Delphine, je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode. On s'est rencontrés au Trophée du Funéraire et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir aussi t'inviter dans le podcast Oli et Thanato. Je vais pas en dire plus, je pense que rien de tel que toi pour te présenter. Alors, je te laisse nous dire ce que tu souhaites, de la manière dont tu le souhaites pour te présenter et puis on pourra rentrer dans le vif du sujet juste après. Ça marche, ok. Bonjour Charlène, merci beaucoup pour cette invitation qui me fait bien plaisir. Alors oui, je suis Delphine Le Thor. J'habite en Haute-Savoie, là où j'exerce également mon métier. J'ai un petit peu plus de 50 ans et je suis maman de 3 enfants qui sont grands et j'ai eu 2 petits-enfants l'année dernière. Donc vous me voilà grand-mère. Pour les détails perso. Voilà, donc moi je suis chef d'entreprise. J'ai créé ma boîte il y a quelques années maintenant, en 2020 exactement. Donc cette entreprise s'appelle Histoire de vie et je vais présenter le concept un petit peu après, puisque mon activité professionnelle ne s'arrête pas là. Je suis également thérapeute psycho-émotionnelle avec 2 spécialités que sont la psychogénéalogie. Donc on va partir sur l'histoire familiale à travers un outil thérapeutique qu'on appelle le génogramme ou génosociogramme selon les jargons. En tout cas, c'est dans notre jargon qu'on appelle ça comme ça. C'est tout simplement en fait un arbre généalogique, on va dire, avec des codes bien particuliers en psychogénéalogie. Donc, je vais pas détailler là-dessus, mais c'est important par rapport à Histoire de vie, en tant que thérapeute en psychogénéalogie, je sais à quel point il est important, voire nécessaire. Moi, mon point de vue, c'est qu'il est même vital de connaître l'histoire de ceux qui nous ont précédés pour mieux se connaître soi-même. En gros, pour synthétiser, tu vois. Et puis, j'ai une spécialité aussi en accompagnement du deuil. Et cette spécialité, cette activité accompagnement du deuil prend une grande part dans mon activité de thérapeute puisque j'anime des conférences sur le deuil et le deuil blanc. Et puis, je suis formatrice aussi en accompagnement du deuil. Voilà. Donc, pour revenir à Histoire de vie, j'ai créé Histoire de vie sur un constat qui est que quand on passe du statut de vivant à celui de mort, eh bien, la plupart du temps, enfin jusqu'à maintenant, on a le risque, c'est notre histoire soit oubliée. Et donc moi, j'ai toujours beaucoup fréquenté les cimetières. C'est des lieux où je me promène avec beaucoup de lumière, de positivité. Enfin, je vois pas les cimetières comme quelque chose de triste et de lugubre. Au contraire. Et donc le constat que j'ai fait quand j'étais toute jeune, et ça m'a suivi ensuite, c'est de me dire, ben voilà, on a des concessions funéraires, cinéraires, c'est un lieu de repos, mais voilà, avant ces gens-là ont vécu et qu'est-ce qui est devenu leur vie, leur histoire de vie. Donc tu vois, j'ai pas cherché bien loin comment appeler mon entreprise et aussi on a cherché un peu avec mon agence de com et puis en fait l'évidence c'était on en revenait toujours à cette appellation histoire de vie, donc histoire avec un S puisqu'on a plusieurs histoires dans une vie mais qu'on n'a qu'une vie. Voilà pour me présenter rapidement. Voilà. Merci pour cette belle présentation. J'aime beaucoup, comme tu dis, parfois il y a pas besoin de chercher très loin en fait quand les choses elles sont naturelles, simples et fluides. Bah voilà, oui, comme tu dis, on a plein d'histoires au sein d'une vie, on n'a qu'une seule vie. Alors finalement, mettons les deux ensemble et appelons ça histoire de vie. Et puis rien que dans le nom, finalement, on a déjà un petit peu une idée de ce que tu fais et de ce que tu proposes. J'avais envie de réagir sur un mot que tu as dit. Tu as parlé de la notion d'oubli. On n'oublie pas. Et je pense que c'est hyper important à rappeler, c'est hyper important à dire parce que les personnes qui nous écoutent ou même de manière générale dans nos sociétés, il y a une croyance quand on perd un proche, qu'importe le lien d'attachement avec ce proche, c'est de se dire je ne veux pas oublier.
et j'ai peur d'oublier. Alors, il y a des choses, je vais pas appeler ça de l'oubli, mais forcément, il y a des choses qui changent un petit peu. Je pense notamment aux odeurs. Les odeurs, je vais pas dire qu'on les oublie, mais elles se transforment un petit peu comme si elles se dissipaient. Mais on se souviendra toujours de la personne, on se souviendra toujours des moments qu'on a partagés ensemble, des histoires de vie qu'on a écrites justement ensemble. Et peut-être, avant de rentrer dans justement un peu, j'ai envie de dire, l'innovation et l'aspect particulier qu'il y a chez Histoire de vie. Peut-être que tu as envie de réagir sur cette notion d'oubli. Oui, alors l'oubli, il faut savoir que il y a un texte de loi qui détermine, en fait, qui donne, enfin qui borde en tout cas le droit à l'oubli, hein, notamment pour le RGPD par exemple, on peut décider qu'on soit oublié, enfin qu'on n'existe plus dans les données, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Par contre, le droit à la conservation de son histoire, ça n'existe pas. Donc voilà, ça pose question. Mais effectivement, je te rejoins. On n'oublie pas. Les choses se transforment, tout à fait, tu as raison. Moi, j'ai mis sur Histoire de vie un certain nombre de contenus. Malheureusement, on peut pas mettre l'odeur, mais il faut savoir que, et j'en parlais la semaine dernière parce que j'étais en déplacement pour le travail, justement par rapport à Histoire de vie, et l'odorat, finalement, c'est peut-être ça qui est le plus développé en termes de mémoire, la mémoire olfactive. C'est une vraie Madeleine de Proust. Ça nous ramène à un âge où on sentait le cake à la banane cuire chez notre grand-mère. On va le recuire nous pour nos petits enfants et on redevient un petit enfant tout à coup. Donc ça c'est oui, l'oubli pour moi c'est inconcevable. C'est inconcevable. Pourquoi? Parce que en fait toi et moi et tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, eh bien on vit une vie, on mène une vie, voilà, on a, par exemple, créé une entreprise, on fait des podcasts, on mène des combats, on a des réussites, des échecs, des chagrins. Tout ça, ça constitue notre vie. Et pour moi, enfin, ok, on a le droit de se dire, je veux pas qu'on se rappelle de moi, ni de mon histoire, mais moi, ça me pose un souci pour toutes les personnes qui ont vécu des vies extraordinaires. Hein, moi, j'ai un slogan que j'ai pas inventé, mais que j'adore, c'est que il n'y a pas de petite et de grande histoire. Chaque vie humaine est une œuvre d'art. Et la grande histoire, en fait, hein, si on parle de l'oubli, la grande histoire, on fait en sorte qu'elle ne soit pas oubliée, Tout à fait. pour qu'il y ait des choses qui ne se reproduisent pas, par exemple, et c'est transmis aux générations suivantes, notamment, par exemple, dans les manuels scolaires. Mais quid de la petite histoire? D'ailleurs, dans la grande histoire, il y a plein de petites histoires. Il n'y aurait pas de grande histoire sans petites histoires, si on appelle la vie humaine une petite histoire. Hein. Et donc pour moi, chaque vie, chaque lien, je rebondirais sur ce mot-là qui pour moi est très important en tant que thérapeute du deuil. Chaque lien qu'on a construit est constitué en fait des moments de vie, des choses qu'on a partagées. Et donc voilà, tous ces combats, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, toutes ces belles choses, toutes ces choses plus difficiles, les épreuves de la vie, etc. Moi, ça me pose un souci de me dire que tout ça, ça part en fumée en fait une fois qu'on est passé au statut de mort. Je sais pas comment est vécu quand je parle de statut de vivant et de mort. Mais moi, ça me parle beaucoup parce que c'est réellement un changement de statut corporel, physique, incarné. Hein, mais alors du coup, en tant que thérapeute du deuil et par rapport à cette notion de lien, moi, je considère et je véhicule le message que notre corps ne nous définit pas. Et qu'est-ce qui meurt finalement? C'est le corps, hein, organiquement. On va pas se refaire l'histoire de la biologie, mais on naît du verbe naître et on sait qu'on va mourir. Entre deux, on est incarné, donc on vit une vie avec notre corps et on crée des choses, on crée des liens notamment. Hein. Et une fois que notre corps organiquement ne vit plus, parce que c'est ça la mort en fait, hein, c'est quoi la mort? C'est l'arrêt du corps, c'est l'arrêt de la vie du corps. Les cellules, les organes arrêtent de vivre, donc le corps s'arrête, mais le lien ne s'arrête pas. Et donc ce lien-là, en tant que psychogénéalogiste là pour le coup, ce lien-là ne meurt pas et il se transmet de manière invisible, de manière inconsciente. Donc tu vois un petit peu l'enjeu pour moi qui est plus qu'un enjeu. Pour moi, c'est un enjeu de santé mentale en fait. Ouais.
pour encore une fois mieux se connaître, identifier des mécanismes, identifier des patterns, identifier aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vie-là plutôt que celle-ci, qu'est-ce que je porte en moi qui m'appartient pas, voilà, c'est toutes ces choses-là. Alors histoire de vie, c'est pas n'a pas vocation à apporter des choses pour que tout le monde travaille en psychogénéalogie, parce que c'est quelque chose déjà qui est pas très connu. Et puis c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de célébrer une vie. Et quand on parle dans nos milieux, enfin dans notre domaine, d'honorer la mémoire, en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement, hein? Concrètement, oui. Alors, préparer une cérémonie à l'image du défunt. On va préparer tout ça, on va faire tout ça, mais moi, je pense pour moi, il y a un manque en fait, et ça a répondu. Hein, je te parlais du constat que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, quand j'ai souhaité créer mon entreprise, on parlera un petit peu de mon parcours peut-être après, mais j'étais fonctionnaire, donc j'avais aucune raison de partir de la fonction publique. J'étais dans une hyper zone de confort, mais pour autant quelque chose cherchait à s'exprimer en moi. Et alors, c'est d'abord peut-être l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat pas à n'importe quel prix et pas pour n'importe quoi. L'entrepreneuriat pour quelque chose qui a du sens. Et qu'est-ce qui a du sens pour moi? C'est cette notion de transmission, mais aussi et surtout de conservation de l'histoire pour honorer la mémoire, en fait. Je te rejoins sur beaucoup de points que tu dis et j'aime beaucoup cette phrase que tu as dite. Alors, j'ai peut-être pas tous les mots exacts, mais en tout cas, j'en ai retenu 3. Petites et grandes histoires. Moi, je parle souvent de l'histoire avec un grand H. Et ce qui me traversait quand tu partageais ça, c'est le fait que, justement, dans nos sociétés, en France, on cultive cette histoire avec un grand H par des fêtes nationales, peut-être parfois par des fêtes internationales, des fêtes même locales, où on va parfois glorifier ou en tout cas mettre en avant certains personnages historiques. Justement, on retrouve ce mot histoire, cette racine de l'histoire. Et je trouve que ça nous fait un très beau lien pour montrer comment toi, tu as décidé non pas de cultiver la mémoire collective, mais de cultiver, je dirais, la mémoire individuelle. Je me permettrai, tu me diras si ça fait sens, de rajouter la mémoire familiale, parce que du coup, cette histoire de vie, elle prend sens aussi dans un collectif, dans un système, dans une famille ou auprès d'amis. Et je parle de famille avec un grand F, j'y mets la famille de sang, mais aussi la famille de cœur, celle qu'on choisit avec nos amis. Et du coup, pour ça, tu as créé justement un QR code au service de cette mémoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on y met le cas échéant? Où est-ce qu'on retrouve ce QR code et justement comment ça nous permet de cultiver, d'honorer cette mémoire, de garder une trace de l'histoire de cette personne qui a changé de statut, qui a changé d'état, qui n'est plus vivante mais qui est maintenant décédée. Exactement, oui. Alors, effectivement, mon activité, d'ailleurs, je l'annonce comme ça sur notamment LinkedIn. Je mets que je suis Madame QR Code. Alors, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Maintenant, voilà, je me considère pas comme vendeuse de QR code et j'ai créé un QR code, mais en fait, j'ai pas créé un QR code. C'est-à-dire que c'est le moyen technologique que j'ai choisi pour révéler l'histoire. Mais ce que je propose et ce que les pompes funèbres proposent, les professionnels du funéraire, pas que pompes funèbres, mais les marbriers aussi, etc., les biographes, les généalogistes également peuvent le proposer à leurs clients. En fait, cet espace de biographie numérique, il est hébergé sur mon site internet Histoire de vie. Donc, ce sont des espaces privés auxquels on a accès, les familles ont accès avec un identifiant et un mot de passe. Donc, ces espaces de biographie, c'est des sortes de malles à souvenirs en fait, qui vont contenir donc l'identité du défunt ou du futur défunt, parce qu'il est important de préciser qu'on peut créer son espace de biographie de son vivant. Ça a du sens aussi, justement, pour se dire, voilà, je ne serai pas oubliée. Et petite parenthèse par rapport à l'angoisse de la mort, on l'avoue pas forcément oralement. Voilà, ça peut sembler un peu narcissique de le dire, donc on n'a pas tendance à le dire. Mais dans l'angoisse de la mort, il y a l'angoisse d'être oublié et de finalement que la vie continue sans nous. Voilà. Petite parenthèse fermée, mais on pourrait le développer encore plus parce que effectivement il y a un vrai enjeu là-dedans, à la fois pour ceux qui vont rester une fois qu'on sera mort, mais aussi pour nous pour aborder cette finitude et cette fin de vie avec un peu moins d'angoisse. Ça va pas tout régler, mais voilà, il y a le gros inconnu quand même qui est angoissant. Donc voilà, donc l'identité, on va dire, avec une photo de profil, des dates soit que de naissance si on est encore vivant, soit de mort également.
le décès. Et puis après, on va mettre du texte, donc un contenu texte qui va conter l'histoire de la personne. Donc ça va de la naissance jusqu'à la mort. Alors il n'y a pas forcément de chronologie. On peut partir d'un endroit de sa vie puis faire des flashbacks, ou alors décider de partir du début de sa vie et puis faire dans l'ordre chronologique. Ça dépend des gens. Ensuite, on va avoir une photothèque, donc un endroit, enfin dans la même biographie bien sûr, on va pouvoir téléverser des photos avec un titre et une légende à chaque photo. On va pouvoir mettre des vidéos. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a des vidéos tous sur nos smartphones ou autres. Alors, ça a toujours existé les vidéos, mais d'un point de vue numérique, on les a aussi aujourd'hui beaucoup sur nos supports tablettes et smartphones. Après, on peut aussi faire numériser toutes les anciennes vidéos qu'on a sur sur des cassettes VHS ou sur les films Super 8, même encore plus loin. Donc voilà, espace vidéo. On va pouvoir justement mettre aussi de l'audio. Alors je dis justement parce que ça me fait penser à l'olfactif, pardon. Tout à l'heure on parlait de l'odeur, pardon, des odeurs. Oui. On va les mettre sur Histoire de vie, mais par contre la voix, c'est assez proche de ce que va procurer le fait de réécouter la voix. Un peu de la même manière que l'odeur. Enfin, c'est complémentaire. C'est pas exact. Ça réveille pas les mêmes choses, mais voilà, c'est assez proche. La voix, quand on y réfléchit ou qu'on fait l'expérience, la voix est encore plus précieuse. En tout cas, elle réveille encore plus de sens dans la mémoire que la vidéo, que le visuel. Donc on ferme les yeux, on écoute la voix de quelqu'un qui nous a précédé et avec lequel on est en lien, ou qu'on a passé des moments avec. On se retrouve aussi, quelques années en arrière. Donc Il y a une immersion dans le moment qui est très particulière quand on entend justement la voix de la personne. Ouais. Exactement. Donc voilà, j'en étais à l'audio. Ensuite, on va pouvoir aussi mettre des PDF. Donc tous les documents finalement qu'on va retrouver, alors qu'on va avoir nous de notre vivant, ou bien qu'on va retrouver dans les affaires du défunt s'il s'agit d'une personne décédée, ce qui est quand même la majorité du temps. On va pouvoir scanner les documents. Je pense à des diplômes, des carnets de guerre, toutes sortes de documents. Si on a des objets, par exemple, on peut les prendre en photo. Là, on va les mettre dans la photothèque. Par contre, tout ce qui va être scanné en PDF, on va pouvoir le mettre dans cette partie-là. Et puis, il y a une partie témoignage à la fin. Donc là, c'est plus souvent pour les gens qui sont décédés, parce que cette partie-là, en fait, elle va servir à déposer des condoléances aussi. Quand une personne décède et que la famille acquiert un espace de biographie, certaines agences de pompes funèbres ont adopté ce concept que j'ai proposé en plus du QR code. On va y venir. C'est un registre de condoléances numériques. Donc j'en ai pas à côté de moi, mais c'est un support en plexiglas, mais très très qualitatif. Ça ressemble plus à du verre avec un socle en bois lumineux. Et en fait, on a la possibilité de mettre un QR code qui correspond au QR code final qui va être sur la concession du défunt. En fait, il est dupliqué en format papier cartonné. Il vient à l'arrière de ce support-là. Et puis il y a des inscriptions qui disent scannez le QR code pour déposer votre témoignage. Et ça suit le défunt de la chambre funéraire au lieu de cérémonie et au cimetière. Et donc ça vient en complément. Aujourd'hui, on supprime pas complètement le format papier des registres, mais ça vient en complément du registre de condoléances papier, livre qu'on connaît tous. Pour que les gens viennent scanner. Donc voilà, partie témoignage qui est importante. Alors du vivant des gens également, on peut avoir nos enfants ou nos grands, enfin je sais pas, peut-être pas nos grands-parents, mais nos parents, peu importe, qui vont partager ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils aiment de nous. Sur cette partie. Ça me fait écho à quelque chose quand tu parles de cette notion de son vivant. Alors, je sais même pas si ça porte un nom. Peut-être que tu vas mieux savoir répondre que moi, parce que je pense que tu dois voir de quoi je parle. Il me semble que c'est aux États-Unis initialement, où c'était un homme qui s'était filmé avant son décès et qui, le jour de ses obsèques, avait demandé à passer cette vidéo. Et alors, j'ai peut-être plus les termes exacts, mais il le faisait vraiment sous un ton d'humour en disant ça y est, quoi, je suis mort, quoi, je suis mort, vous êtes vivant, et puis à vous de continuer votre vie. Alors j'ai peut-être plus les termes exacts, mais il y avait vraiment ce ton de
quand je dis humoristique, cette notion de légèreté, de quelque chose qui est plus doux, qui est plus léger. Ça me faisait penser à ça justement quand tu parlais, le fait de faire de son vivant. Je sais pas si c'est peut-être des choses que tu as eues avec les clients et clientes qui sont venus à toi de leur vivant en pensant eux-mêmes à leur propre mort et donc du coup à leurs obsèques, ou pas du tout? Pas du tout. Alors pas du tout. Et puis je vais te dire quelque chose. Autant Histoire de vie ressemble, enfin, et on peut l'identifier à une malle à souvenir. Donc on est dans le souvenir, donc on est dans le passé et dans le avant le décès de la personne. D'accord. Par contre, moi évidemment, j'ai entendu déjà pas mal de choses sur aller plus loin, faire revivre le défunt, le faire apparaître, les hologrammes, etc. Et ce dont tu parles, c'est un peu la même chose, sauf que c'est la voix. Mais il faut savoir que dans le processus de deuil, et là c'est la thérapeute du deuil qui parle, je vais pas faire le détail des étapes qui ne sont pas linéaires d'ailleurs, mais il y a quand même une étape d'acceptation. C'est ce que j'appelle en fait, quand on est à cette étape du deuil, on a un deuil résolu. Hein. Le deuil, en fait, c'est la racine, c'est douleur. Hein. Ça vient du latin dolere, qui veut dire douleur. Donc, on va sortir de la douleur pour aller vers l'acceptation. Eh bien, ce genre de procédé, pour moi, c'est une entrave au processus de deuil, parce que justement, il y a un mécanisme psychique qui se met en place au moment de la mort de quelqu'un avec cette personne avec laquelle on était très en lien. Donc, ce qui n'est pas tolérable au conscient va se mettre dans l'inconscient. Du coup, on va pouvoir tenir debout, organiser une cérémonie, même aller chercher des musiques pour la cérémonie, etc. Puis après, ça retombe. Et le mécanisme psychique qui protège le conscient, puisque voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter tout de suite. Donc c'est ce qui explique d'ailleurs le déni. Eh bien, à un moment donné, quand on va vivre son deuil et être connecté à soi pour vivre ce deuil en fidélité à nos propres besoins et à nos propres émotions, eh bien, on va aller vers l'acceptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'est mis dans l'inconscient va venir progressivement au conscient. Et si on maintient l'illusion à la personne qui est dans le déni que son défunt peut encore parler, même si dans sa voix et dans ce qu'il dit, il dit qu'il est mort, bah, le fait de l'entendre, ça bloque un truc au niveau du mécanisme psychique qui va aller vers l'acceptation. Alors là, c'est momentané. Enfin, cette vidéo, c'était momentané, donc cette audio, donc ça dure pas. Mais tout ce qui est hologramme, etc. Moi, vers l'intelligence artificielle à ce niveau-là, je suis très frileuse. Alors j'en entends beaucoup parler, mais voilà, en tant que thérapeute du deuil, je fais très attention à ça. Donc sur Histoire de vie, enfin jusqu'à preuve du contraire, je n'aurai jamais de choses comme ça. Mais merci de le préciser, je trouve ça intéressant. J'avais invité Repos Digital justement pour parler de ce sujet de la mort numérique et où alors c'est pas totalement en lien, mais ça fait sens aussi. Je vous mettrai l'épisode dans la description si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là. Mais justement, les hologrammes, alors on le voit plutôt en Asie, si je dis pas de bêtises, ou voilà, ça pop plutôt en Asie, où c'est vrai qu'ils ont je pense encore une relation à la mort et au deuil qui est encore différente de chez nous. Et justement, donc comme tu le disais, moi je partage cet aspect-là que l'hologramme peut être, je vais pas dire un frein, mais une difficulté supplémentaire dans le processus d'acceptation justement par rapport au deuil, d'acceptation ou de consentir à cette nouvelle réalité, parce que parfois il y a des personnes pour qui le mot accepter ne fait pas sens. C'est pas parce que on n'a pas accepté le départ et le décès de quelqu'un qu'on ne consent pas à vivre cette nouvelle réalité sans la personne. Et par contre, du coup, ça pose la question, est-ce que donc les hologrammes, si je fais un léger raccourci, on va dire que ça peut être une difficulté supplémentaire dans le processus de deuil. Est-ce que les QR codes, comme toi, tu les offres avec Histoire de vie, est-ce que tu as des retours du coup, là, je parle plutôt des familles qui considèrent ça peut-être comme un soutien, comme une aide, justement dans le processus de deuil? Est-ce que peut-être ils reviennent sur ce QR code à des moments peut-être particuliers? Tu vois, je parlais tout à l'heure de la mémoire collective qui va être célébrée, je sais pas, je pense au 14 juillet par exemple, où voilà, on sait que tous les 14 juillet, il y a ce côté de fête nationale, on va penser à telle ou telle chose, on va mettre en avant telle ou telle histoire. Est-ce que tu retrouves un petit peu ce côté-là, en tout cas dans l'écho et les témoignages de tes clients et de tes clientes?
Complètement. Et merci de poser cette question parce que justement, quand j'ai ces retours des familles que j'accompagne, parce qu'il y a des familles que j'accompagne pas en fait, hein, j'ai pas précisé, mais les familles peuvent choisir d'être en autonomie pour constituer la biographie, ou bien faire appel à moi pour que j'écrive l'histoire de leurs défunts, ou bien de leurs vivants. J'ai eu le cas quelques fois où j'ai écrit l'histoire d'une personne qui était bel et bien vivante en face de moi, même si c'était par écran interposé. Le retour que j'ai est toujours le même, c'est que ça apaise en partie. Bien sûr que ça fait pas le travail de deuil. D'ailleurs, le mot faire, je le bannis de mon langage en tant que thérapeute du deuil. Mais ça va pas faire vivre le deuil à la personne, mais ça va l'aider. C'est un outil d'aide au deuil, justement. Pourquoi? Parce que on sait que dans la mort, bon, déjà la mort en France c'est quand même un sujet. On tient la mort à distance. Hein, voilà, la notion de finitude, elle est pas du tout. Elle vise à être de plus en plus intégrée, mais on sait très bien que, en tout cas, rien ne nous prépare. Et même si on sera jamais prêt, eh bien, on peut quand même intégrer la notion de finitude au quotidien, à sa vie, etc. Bon, On peut se préparer, ça veut pas dire qu'on sera prêt le jour J. Mais on aura déjà plus de ressources que si on n'y a pas pensé. Exactement, exactement. Donc, ce qui est compliqué et qui fait douleur, justement, c'est la séparation physique. Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a des regrets, il y a des non-dits, il y a plein de choses qui vont faire la douleur. Mais la séparation, le manque, le fait de ne plus pouvoir entretenir le lien, hein, la notion de lien dans le deuil, elle est essentielle. S'il n'y a pas de lien avec la personne qui est décédée, il n'y a pas de deuil à vivre. Donc, on sait que du vivant, eh ben, on a alimenté ce lien. Les deux personnes, si on parle de deux personnes, ben, elles ont alimenté chacune le lien. Et puis, avec le décès, la mort du corps, le lien, évidemment, n'est plus alimenté. En tout cas, moi, j'ai envie de dire pas de la même manière. Donc, c'est difficile, et puis on va passer par des étapes d'organisation des obsèques. On va choisir des cercueils, un cercueil, on va choisir des choses qui nous semblent totalement surréalistes à un moment. Donc, parce qu'on est dans le déni, il y a un côté un peu violent d'ailleurs. On est dans le déni, on a du mal à pas accepter, pour le coup on n'y est pas encore, mais tu vois, à réaliser, on va dire. Et puis, on a du mal à réaliser parce qu'hier, la personne était vivante et qu'aujourd'hui, elle est décédée. Mais pour autant, on va être confronté à faire des choix et à organiser des choses. Donc, il y a une sorte de décalage comme ça entre une certaine réalité et celle que nous, on vit en soi. Donc, la séparation, elle est compliquée. Encore une fois, le fait que le défunt puisse être oublié, c'est très compliqué, très difficile pour les proches. Moi, les retours des familles, c'est que et d'ailleurs, je suis la première surprise. Hein, enfin, je le suis plus après 5 ans, mais la première surprise de voir que, tu sais, en fait, l'accès par le QR code ou par le lien vers la biographie en dématérialisé, puisque le QR code, on n'a pas besoin de le scanner pour avoir accès à l'histoire, on peut le faire directement de son ordinateur. Eh bien, l'accès peut être protégé, c'est-à-dire que tout le monde ne peut avoir accès au contenu du QR code, donc de la biographie, ou alors la famille ou la personne concernée va protéger l'accès avec un identifiant et un mot de passe. Eh bien, j'ai pas regardé les chiffres exacts, mais je dirais que j'ai 95% des familles qui laissent l'accès public. Et en fait, leur retour, c'est de dire, moi, pour moi, c'est une manière de faire continuer à vivre mon défunt à travers son histoire. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui accompagne le deuil. Alors oui, tu disais que les gens vont, je me souviens par exemple d'une famille pour qui j'ai écrit l'histoire de la mamie Victoria, une femme polonaise dont l'histoire est extraordinaire et le lien avec ses petits-enfants et ses enfants l'est tout autant. Et un de ses petits-fils avec lequel j'ai eu les entretiens pour écrire l'histoire de Mamie Victoria, Mamie Toria exactement, me disait, voilà, quand on va au cimetière, ils y vont une fois par semaine, on scanne le QR code et on se reconnecte en fait à Mamie Toria. Donc voilà, c'est un accompagnement au deuil. Je pense que c'est un concept et un outil supplémentaire parmi tous les autres qui existent déjà. Et ça, j'en suis très heureuse parce que en fait, ça répondait à un besoin que j'avais moi. Et en fait,
ce besoin-là, il est partagé. Donc je dirais on répond à un besoin qui n'avait pas été identifié, tout simplement parce qu'il n'y avait rien qui existait. Mais maintenant que ça existe, on constate et on vérifie tous les jours le positif que ça apporte à quelqu'un qui a perdu un proche. Ben, j'ai envie de te dire juste merci pour les personnes justement qui sont endeuillées et qui traversent un décès, d'avoir ce type de proposition, ce type d'outils, ce type de ressources qui résonnent pas chez chacun, chacune, qu'importe, mais quand voilà, ce soit une possibilité si justement ce besoin ou cette envie venait à être identifié. Et du coup, j'ai envie de rebondir. Tu parlais justement sur l'aspect de l'écriture. Autant soit c'est toi qui vas écrire pour les personnes si c'est la demande. Ou alors, du coup, je vais dire, il y a un peu 3 cas de figure. Soit c'est toi qui écris à la demande de la famille pour une personne qui est décédée. Soit les proches écrivent pour leur personne décédée, leurs proches décédés. Ou alors, si c'est la personne qui vient de son vivant, elle écrit sur elle-même pour les personnes qui resteront et pour les vivants et les vivantes. Ouais. J'imagine que derrière, c'est différent. Moi, j'aime beaucoup cet outil de l'écriture et que je considère l'écriture comme thérapeutique. J'en parlais dans un épisode avec Gauthier Decker. Tu parlais des biographes tout à l'heure. Il est de son côté. On avait parlé justement de l'écriture. Et je trouve ça hyper intéressant parce que quand on va écrire pour soi, il y a un côté vraiment, je dirais, d'autobiographie. Comme tu disais, peut-être qu'on va le faire dans l'ordre chronologique, peut-être pas, peut-être qu'on va sélectionner des moments, peut-être qu'il y en a, ce sera juste anecdotique et d'autres, ça va peut-être être plusieurs pages ou plusieurs lignes en fonction. Est-ce que tu vois peut-être la première question, une différence entre quand c'est toi sans dire que l'un est mieux que l'autre, hein, mais est-ce qu'il y a des différences entre le fait quand c'est toi qui écris ou quand c'est la famille ou la personne elle-même qui écrit? Alors des différences, je sais pas trop si j'en vois. Je pense que les différences de toute façon se situent au niveau des personnes, des familles, des clients entre guillemets, des clientes, parce que quand les personnes font appel à mon écriture, c'est justement parce que elles se sentent pas de retranscrire les choses avec l'émotion qu'elles ressentent. Ça se mélange un peu. C'est bon. Après, elles ont le temps de le faire, mais souvent, quand on fait appel à mon écriture, c'est pour que la biographie soit entre guillemets prête, soit pour les obsèques, soit un peu après les obsèques. Et donc, quand j'écris pour les personnes, en fait, on a des entretiens ensemble, évidemment, pour que je récupère les informations de l'histoire, les données de l'histoire. Donc, on a des entretiens en visio ou au téléphone ou en présentiel. Ou j'ai même écrit une biographie à partir d'échanges de mails. Donc, en tout cas, les entretiens que j'ai en visio ou au téléphone, mais c'est plus souvent en visio. Je trouve que quand on peut faire téléphone, je pousse à visio et en général les gens acceptent. On est déjà dans quelque chose. Moi, j'ai l'impression de rentrer dans la vie des gens et ça, moi, j'adore. Et eux, je sens ils me donnent leur confiance et ça me touche beaucoup parce qu'en fait, ils ont besoin. Et c'est là, dans ces entretiens-là, on est sur des faits de l'histoire, mais je sens qu'en fait, ils se font accompagner, pour ne pas dire porter même. Et donc, tu vois, la différence, elle est là, je pense. Alors après, la différence, évidemment, tout le monde, le tarif n'est pas le même, donc tout le monde n'accède pas ou ne souhaite pas accéder à la biographie, à l'écriture de ma part. Mais quand je le fais, quand j'ai des entretiens, et d'ailleurs, je termine toujours mes entretiens, c'est-à-dire le dernier entretien qu'on a, je termine toujours par la question. Quelle a été l'expérience pour vous de ces entretiens-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà, qu'est-ce que vous en tirez? Comment vous vous sentez? Et en fait, beaucoup me disent qu'ils se sentent mieux, ils se sentent apaisés, comme un poids qui leur est enlevé sur la partie. Voilà, au moins, moi, je vais avoir mon travail de deuil à vivre. Mon chemin de deuil à vivre, mais la partie oubli, justement, dont on parlait tout à l'heure, ça c'est géré, c'est géré par quelqu'un qui sait faire et et les retours. Alors après coup, quand je retranscris, parce qu'évidemment je fais pas juste retranscrire mes notes, je vais mettre, il y a un travail, vraiment un travail d'imprégnation, je retranscris en fidélité, mais avec de l'émotion, et j'essaye parfois de mettre des petites touches d'humour aussi quand le cas se présente. Et
Et en général, les gens me disent, mais on n'aurait évidemment pas fait mieux que vous. Et on est tellement content que vous l'ayez fait, parce que nous, maintenant, on va pouvoir justement accueillir nos émotions et pouvoir voilà, accéder à cette comment dire, au fait de l'histoire, enfin, tu vois, Ouais, pour c'est ça. garder le lien, justement, hein, c'est cette notion de lien. Alors le lien, cette notion de lien, elle parle pas à tout le monde, mais quand on parle de justement du fait que il y a deuil s'il y a lien, eh bien tu vois, moi je dis toujours que Histoire de vie, c'est un pont entre les morts et les vivants. Et c'est sur ce pont-là finalement que le lien peut continuer à circuler du défunt au vivant. C'est ça, et puis un synonyme de lien, ça peut être relation, ça peut être amour, affection. En fait, c'est connexion. Prenez le mot qui vous va, mais en fait, c'est Voilà. justement le fait d'être lié, en lien, rapproché, en connexion avec quelqu'un. En fait, dans ce que tu dis, le fait que finalement les personnes écrivent par elles-mêmes, les familles, ou que ce soit toi qui écris, on sent cette expression qui est thérapeutique. D'un côté, soit l'expression elle est par les mots, par les entretiens, et du coup c'est toi qui vas retranscrire, ou alors j'imagine que de l'autre côté, bah du coup elle est par les mots à l'écrit, mais on sent ce côté de quelque chose qui est déposé. Mhm. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens à travers tes paroles. Est-ce que ça fait sens, ce retour de Oui. ma part pour toi? Ouais, Oui, oui, ça fait sens. Alors, peut-être que ça fait plus sens sur mon activité de thérapeute, le fait de déposer, bien sûr, bien sûr. déposer sur le bureau, déposer en visio aussi. Là, je dirais que oui. Alors, c'est déposer, mais du coup, tu vois, par exemple, quand les personnes viennent déposer leur souffrance au cabinet, c'est déposé et elles repartent sans, elles sont délestées. Alors que là, l'histoire, au contraire, elle est déposée, mais à la fois, elle est gardée. Enfin, tu vois, Oui, je vois ce que tu veux dire. voilà, c'est plus un maintien de la mémoire, du souvenir, du lien, encore une fois. Elle est déposée dans le sens conservé. Exactement, tout à fait. Ouais, C'est ça. bien sûr. C'est très 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 intéressant justement tous ces échanges qu'on peut avoir ensemble, et ça fait écho à d'autres épisodes, et c'est ce que j'aime aussi sur ce podcast, c'est voilà, faire des liens entre différents sujets pour que chacun et chacune, auditeur, auditrice, puisse trouver chaussure à son pied finalement sur les sujets dont ils ont besoin et dont elles ont besoin. Et tout à l'heure on parlait un petit peu du numérique avec les hologrammes, je citais justement aussi repos digital. Est-ce que tu as envie peut-être qu'on en parle un petit peu, parce que peut-être que dans la tête de certaines personnes, je me dis, tu disais, ce QR code, il peut être en accès libre à tout à chacun, donc justement, donc directement par exemple au cimetière, ou alors limité à un certain nombre de personnes de manière plutôt privée. Mm. Tu disais que justement la plupart, même si tu n'avais pas de statistiques exactes, la plupart étaient plutôt ouvertes, enfin les QR codes et les histoires étaient ouvertes à chacun et à chacune. Autrement dit, je peux très bien, moi, aller me balader dans un cimetière Oui. et découvrir l'histoire, par exemple, de cette mamie polonaise dont tu parlais. Est-ce que peut-être tu as des retours ou des questionnements, je pense notamment à cette notion d'éthique, de sécurité des données aussi, ou peut-être des freins ou d'autres choses? Est-ce que tu as envie qu'on en discute? Ah oui, on peut en discuter, il y a aucun souci, je suis ouverte à toutes les discussions. Alors effectivement, parfois il y a des questionnements sur le contenu. Donc il faut savoir que moi de toute façon, je viens de la territoriale et j'étais responsable de cimetière, donc je connaissais déjà avant la législation funéraire et j'ai travaillé avec l'association des maires, enfin la juriste de l'association des maires justement pour border juridiquement. Alors anticiper le juridique, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de juridique, hein, ce qui est sur une concession appartient à la famille. Bon, on a anticipé l'idée du contenu en fait du QR code, donc on est bien sur quelque chose qui vient honorer la mémoire et pas la salir. Donc, enfin, chez Histoire de vie, il est interdit dans nos CGV, c'est bien indiqué, il est interdit de mettre des propos diffamatoires ou de nature à se venger, homophobes, etc., etc. Donc déjà ça c'est important. Mais l'aspect numérique, oui. Alors j'ai eu une fois une réaction sur Facebook, une personne qui m'a dit mais est-ce qu'on peut pas laisser les morts tranquilles? Alors ça m'a fait rire. Et puis tu vois un peu avec l'idée, mais c'est pas des musées, les cimetières. Donc Ouais. déjà il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que bien sûr que les cimetières sont pas des musées, même si moi j'y vais comme je vais dans un musée. D'ailleurs, je vais plus au cimetière qu'au musée. Mais l'idée, c'est pas de faire du voyeurisme. Tu vois, il y a une fausse croyance là-dessus. Mais
qui est pas très répandu, hein, parce que j'ai rarement, voire jamais, ce genre de réaction. Et je te dis, c'était sur Facebook, donc ça reste sur les réseaux sociaux. Bon, il y a des gens qui aiment bien un petit peu faire l'avocat du diable, et c'est très bien parce que ça permet d'argumenter justement et de répondre à tout ça. Moi, j'ai choisi le numérique pour une simple et bonne raison, c'est que, par exemple, le format papier, j'aurais pu choisir de faire des biographies en format papier. Bon, une fois que le livre est fait et fermé, on peut pas rajouter de pages. Pour moi, le numérique, il a pas de limite, en fait. Si on veut, dans 10 ans, rajouter quelque chose, on se reconnecte à son espace de biographie et on y va. Il y a quelque chose que j'ai pas précisé qui me vient tout de suite, c'est que sur un espace de biographie, donc sur un QR code, si on veut, on peut mettre jusqu'à 6 personnes. D'accord. Et chacune des biographies va être indépendante des autres. Donc du coup, il y en a une qu'on va pouvoir mettre en public et l'autre en privé si on le souhaite. Et puis à l'intérieur de la biographie, même si elle est en statut public, on peut décider que par exemple les vidéos, on les affiche pas. Voilà, donc on peut moduler comme ça. Voilà, donc le choix du numérique, c'était celui-là. Alors, il faut que je te confie quelque chose, c'est que en toile de fond, en filigrane, il y a aussi mon désir de changer l'expérience des cimetières de nos contemporains, surtout en France, où les cimetières sont peu fréquentés. Moi-même, j'ai un mari qui n'aime pas du tout aller au cimetière. Alors moi, je suis une grande amoureuse des cimetières, donc dès qu'il y a un cimetière, quand on est en vacances, il faut que j'aille au cimetière. Et vraiment, c'est cette expérience pour moi, c'est une expérience de connexion. Je me connecte et puis je trouve ça calme, apaisant, et je me connecte aux gens qui ont vécu et qui sont morts, voilà, que le corps n'est plus vivant. Mais par exemple, voilà, pour en revenir à mon mari, bon, des fois il vient avec moi quand même, et il finit par sortir en me disant mais ça me fout le bourdon ton truc. Et par contre, il me dit effectivement si on pouvait en savoir plus sur les défunts, ce serait hyper intéressant. Donc voilà. Du coup, le QR code, encore une fois, c'est ce qui matérialise l'espace de biographie. Tu as bien compris que l'important, c'est pas le QR code, c'est l'espace de biographie, le fait de conserver l'histoire. C'est le contenu et pas la forme, finalement. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, le QR code, en tout cas dans le fonctionnement de mon site internet, parce qu'on a eu le commentaire, si un jour le QR code n'est plus lisible, par exemple, si cette technologie s'arrête, nous on s'adaptera à la technologie, puisque en fait on n'a pas besoin de lire et de scanner le QR code pour avoir accès à l'histoire. On peut y avoir accès sur la plateforme de biographie. Donc ça, déjà, c'est une parenthèse qui est importante de préciser. Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, changer l'expérience cimetière. Je pense que les gens qui vont pas au cimetière, c'est justement parce qu'il n'y a pas de vie dans les cimetières. Et donc, mon souhait, tu vois, donc un format papier, tu vas pas le déposer sur la tombe au cimetière, ça c'est impossible. Voilà, ça va prendre la pluie, quoi. Ça va prendre la pluie. Mais je dirais que l'objectif est le même, c'est de garder les souvenirs. Bien sûr. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est simplement que moi j'ai choisi celui-là, et aussi donc quelque part un petit peu dans un coin de ma tête pour essayer d'initier un changement de vécu. C'est vraiment un vécu des cimetières. Tu m'as piqué ma transition. Justement, en fait, je trouvais que dans tout ce que tu disais, il y avait cette notion de remettre de la vie. Et je voulais rebondir sur le terme voyeuriste que tu as employé. Et l'image qui me venait, c'est s'il y a une porte ouverte dans une rue, la porte peut être ouverte, libre à chacun et chacune de regarder ce qui se passe derrière cette porte ou juste de continuer son chemin. Exact. J'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose. Ces QR codes, ils sont là, mais libre à chacun et à chacune de se dire, tiens, je m'intéresse, alors non pas dans le côté voyeurisme, mais dans le côté intérêt, curiosité, mémoire, qui était cette personne, ou alors je ne m'intéresse pas parce que pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas envie juste de m'intéresser ou de savoir. Et justement, j'aime bien cette idée de remettre, c'est aussi tout l'objectif de ce podcast, c'est de remettre de la vie dans la mort et de la mort dans la vie. Et je sais pas, j'avais cette image, tu vois, tu parlais tout à l'heure de cette famille avec cette mamie où justement ils y vont toutes les semaines et ils scannent le QR code toutes les semaines pour aller consulter tel ou tel contenu. Du coup, je trouve que ça remet de la vie, justement, comme tu le dis si bien. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'avais. Et du coup, ça me donne aussi l'image un petit peu de Coco, pour celles et ceux qui ont peut-être vu ce film. Oui. Je sais pas si ça te parle, mais voilà, cette notion de
on se retrouve ensemble en famille ou non, en famille avec un grand F, famille de sang ou famille de cœur, autour d'une personne qu'on a aimée pour partager son histoire, pour partager sa vie, pour partager des souvenirs qu'on partage entre vivants, mais aussi du coup avec cette personne qui est décédée, qui a changé de statut, qui a changé d'état. Et du coup, on fait le lien entre vie et mort. Je vois que ça t'a fait réagir, Coco. Ah bah oui, parce que c'est le dessin animé que j'utilise pour illustrer l'importance de conserver l'histoire. Alors je l'utilise pas forcément dans le cadre d'histoire de vie, mais je l'utilise beaucoup dans mon activité de psychogénéalogiste. Et c'est très bien que tu en parles parce que qu'est-ce qui se passe dans ce dessin animé? En fait, le petit garçon Miguel, le personnage principal, il veut jouer de la musique. Et en fait, tout son entourage l'en empêche. Il se prend même des coups de savate par sa grand-mère parce qu'il est interdit d'évoquer même le mot musique dans la famille. Et en fait, comme on n'a pas connaissance de l'histoire, de la vraie histoire, eh bien, il y a toute une histoire qui a été créée autour de la mort du papa de Mama Coco, hein, de cette arrière-grand-mère de Miguel. Et en fait, l'idée, c'est qu'il a abandonné sa famille un jour où il partait en concert faire de la musique avec un musicien. Et donc, il aurait abandonné femme et enfant, donc l'enfant était Mama Coco. Et en fait, du coup, ce secret-là, ce départ qui a été vécu comme quelque chose, comme un abandon, et ben redescend sur les générations suivantes. Et Miguel, lui, en fait, il va rétablir tout ça. Et il va passer dans le monde des morts, et c'est comme ça qu'il va apprendre la vraie histoire. Parce que la vraie histoire, finalement, je spoil pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que il a été assassiné. C'est non, c'est pas Ernesto, je sais plus. Non, Ernesto, c'est celui qui l'a tué. Ernesto, c'est celui qui l'a tué, mais j'ai plus l'autre prénom, il m'échappe. Voilà. Mais en tout cas, voilà, mais tout à fait. Et moi, je ne me lasse pas de le regarder, ce dessin animé, parce que il est parlant à la fois pour Histoire de vie, mais aussi pour la psychogénéalogie. C'est vrai que j'avais pas, dans l'exemple quand je le citais, j'avais pas fait le lien sur le côté transgénérationnel, psychogénéalogie, mais en effet, oui, dans la manière dont tu l'illustres, mais tout à fait. Et du coup, si on va dire ces traditions, ou en tout cas cette philosophie, cette perspective sur la vie et la mort, notamment del Dia de los Muertos et les traditions mexicaines vous intéressent, j'ai enregistré un épisode sur ce sujet-là avec Désiré en tout début d'année. Il y en a un autre qui devrait arriver normalement en 2025, mais au moment del Dia de los Muertos. Donc voilà, c'est pareil, ça résonne pas, qu'importe. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller voir aussi comment on voit les choses ailleurs. On parlait tout à l'heure de l'Asie, par exemple, avec les hologrammes. Bon, là, on est de l'autre côté, plutôt en Amérique du Sud. Et après, de vous faire votre propre point de vue, en fait, en réalité, et de prendre les ressources qui font sens pour vous et qui font écho pour vous. Un énorme merci Delphine pour tous ces partages. Est-ce que peut-être il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, un point qu'on n'a pas abordé, une ressource que tu voudrais aussi mentionner? Je le dis dès maintenant, mais bien entendu, tous les liens seront en description pour pouvoir retrouver Histoire de vie, pour pouvoir te contacter aussi, pour pouvoir aller découvrir au-delà des mots verbales les mots en écrit justement sur ton site, et puis pour s'imprégner, et puis peut-être remettre à notre petit niveau un peu de vie dans les cimetières par l'intermédiaire de ce QR code, ou alors avoir l'envie d'un accompagnement sur le deuil avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient que tu aurais envie de partager en supplément? Écoute, pas spécialement. Moi, j'ai envie d'inviter les gens, en fait, à aller sur histoiredevie.com, non pas pour acheter. Encore une fois, je fais pas de la promotion, mais pour aller regarder dans l'onglet à propos du site histoiredevie.com. Attention avec un S à histoire. Histoiredevie.com. Vous allez à l'onglet à propos. Vous scrollez un petit peu vers le bas et vous allez avoir accès à 4 histoires que j'ai écrites, qui sont des histoires qui ne sont pas réelles. Hein. Je les ai écrites, voilà, je les ai inventées, on va dire. Et ce qui est important de faire, c'est de lire l'histoire, mais de lire les témoignages aussi. Et on a différents cas de figure. Hein. On a donc Léonie, c'est Léonie. Et puis après, on a Paul, donc alors Paul, elle est intéressante, son histoire. Alors c'est plutôt le témoignage de sa fille à la fin qui est intéressant, parce qu'en fait, justement, on est aussi dans un contexte où
ses filles, les filles de Paul, puisque Paul est décédé, il était militaire, il est décédé en service commandé à Djibouti, assez jeune, et ses filles étaient certaines qu'il était militaire parce que ses parents l'avaient, entre guillemets, obligé à être militaire, alors que l'histoire est tout autre. Et donc ça réconcilie sa fille et ses filles avec l'histoire de leur papa, mais surtout avec leurs grands-parents. Voilà. Et puis on a aussi Jeanne qui est donc elle interviewée entre guillemets. C'est une discussion entre sa petite fille Pauline et elle. Donc là c'est de son vivant et on voit dans les témoignages également l'importance de transmettre son histoire, le fait que Pauline elle voit sa grand-mère différemment d'avant, sa grand-mère qu'elle connaît ridée, avec des cheveux blancs, avec un corps qui lui fait mal. Et Jeanne, dans les questions que Pauline lui pose, elle lui révèle un petit peu son histoire, un petit peu beaucoup son histoire, et elle lui dit notamment qu'elle faisait du patinage artistique quand elle était jeune. Et Pauline dit mais maintenant je vois ma grand-mère tellement plus gracieuse qu'avec ce corps vieillissant, etc. Donc voilà, je vous conseille juste, si j'ai quelque chose à rajouter, d'aller vous faire plaisir en lisant des histoires. Et puis sinon, vous pouvez également avoir accès à toutes les biographies qui sont en public dans la petite loupe en haut à droite du site histoiredevie.com. Vous avez un champ qui s'ouvre, vous tapez n'importe quelle lettre ou n'importe quel prénom, vous faites entrer sur votre ordinateur et vous aurez accès à des biographies publiques. Et tout ça, ce sera en description. Comme ça, il n'y a même pas besoin de taper, il y a juste besoin de descendre et de cliquer. Voilà, super. Merci à toi, Charlène, en tout cas. Un énorme merci Delphine, je te dis à très vite et puis vraiment un énorme merci autant pour ce service que tu proposes que pour notre échange. Merci beaucoup. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?